Bonsoir, bienvenue dans les débats de la présidentielle. Nous sommes à 9 jours du second tour de l'élection. L'affrontement se tend entre les deux candidats. Polémique sur la notion de vrai travail. Polémique aussi sur comment attirer les voix des électeurs du Front National. Le débat est donc vif et nous recevons ce soir deux invités. Bonsoir Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de Nicolas Sarkozy et face à vous, Arnaud Montebourg. Bonsoir également. Et vous êtes dans cette campagne le conseiller spécial de François Hollande. Et puis, comme chaque semaine, pour vous interroger, nous sommes avec Luc Bronner du journal Le Monde et Gilles Leclerc de Public Sénat, que je salue tous les deux. Bonsoir. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet, hier soir sur France 2, Nicolas Sarkozy est revenu sur cette expression du vrai travail. Il a admis qu'il s'agissait, dit-il, d'une expression malheureuse, qu'il voulait parler d'une vraie fête du travail. Alors, ce que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi éprouver le besoin cette année d'organiser une manifestation le 1er mai. Le 1er mai, c'est férié pour tout le monde. C'est la fête du travail pour tout le monde. Et les représentants syndicaux, sont beaucoup des permanents qui défilent ce jour-là, défileront derrière des drapeaux rouges, mélangés entre eux, c'est-à-dire notamment avec la CGT qui appelle à voter François Hollande. Bon. Eh ben, on voudrait proposer à ceux qui pensent comme nous que la valeur travail est au cœur de la société, proposer une alternative. Tout simplement pourquoi ? Écoutez, François Hollande, c'est un candidat qui veut arrêter la défiscalisation des heures supplémentaires. Et vous le faites cette année parce qu'il y a une élection présidentielle. Est-ce que vous allez reprendre cette initiative l'an prochain ? Mais vous savez, il y a des syndicats qui historiquement étaient dans leur rôle de syndicat, qui ont beaucoup dérivé ces derniers temps. Moi, je reçois dans ma mairie, je suis maire d'une ville de 22 000 habitants, Longjumeau, je reçois des lettres de sections locales de la CGT qui appellent à voter François Hollande. Vous trouvez que c'est le rôle d'un syndicat de dire ça ? Et puis parce que la valeur travail, nous on y croit, Nicolas Sarkozy a toujours mis la valeur travail au cœur de ses propositions et au cœur de son action comme président de la République. Et aujourd'hui, elle est attaquée. Quand on dit, comme François Hollande, qu'on va en finir avec la défiscalisation des heures supplémentaires qui profitent à 9 millions de salariés pour une moyenne de 450 €, c'est du pouvoir d'achat en plus. Pourquoi est-ce qu'il veut en finir avec la défiscalisation des heures supplémentaires ? Nous, on veut baisser le coût du travail. On veut faire en sorte qu'on gagne plus quand on travaille. On veut faire en sorte que ce soit vous allez organiser cette manifestation pour défendre la valeur travail. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Arnaud ? C'est un rassemblement. Un rassemblement. Vous ne manifestez pas, c'est juste un rassemblement. Arnaud Montebourg, ce rassemblement du 1er mai. Moi, je n'ai rien contre le fait que l'UMP se rassemble, c'est son rôle. Je suis un peu plus sceptique ou inquiet lorsque j'entends qu'on exalterait les valeurs du vrai travail. Parce que donc il y a un faux travail, ou il y a un travail fictif, où il y en a qui travailleraient donc, mais qui ne feraient rien. C'est ça qu'il a dit. Il ne l'a pas dit une fois d'une expression malheureuse, il l'a répété 12 fois dans le discours de Saint-Cyr-sur-Loire. Donc il y a finalement comme une sorte de... à l'intérieur du monde du travail, il y a les bons et les méchants. Il y a ceux qui ont l'honneur de plaire au président de la République et ceux qu'on désigne à la vindicte. Et puis il y a les attaques contre les syndicats. C'était déjà une attaque générale des corps intermédiaires. Pourquoi Nicolas Sarkozy s'en prend aux syndicats ? Parce qu'il a rencontré des contre-pouvoirs sur sa réforme des retraites, qui est la réforme la plus dure d'Europe, qui a mis 3 millions de personnes dans la rue. Eh bien, pour la première fois, un président de la République, au lieu de discuter avec des syndicats qui représentent le monde du travail et qui défend les intérêts du travail, qui défend la valeur du travail, le niveau des salaires, le droit à un travailleur qui a perdu son travail d'en retrouver un. Au lieu de faire des discours sur je ne sais quelle valeur travail, on ferait mieux de donner du travail aux Français. Je note qu'en 10 ans, 750 000 emplois industriels ont été détruits. En 3 ans, 900 usines ont fermé. Donc nous avons un dégât considérable. Quant à la valeur du travail, le nombre de personnes, de femmes seules qui élèvent leurs enfants, qui travaillent dans les supermarchés, dans les services, ou d'hommes qui travaillent dur dans des usines où on... Attendez. Le nombre de personnes, je termine... D'accord, enfin je termine ma phrase quand même. Et puis, le nombre de personnes qui travaillant très dur
s'appauvrissent, ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois et à nourrir leur famille. C'est le bilan du sarkozysme. Alors, on a entendu Arnaud Montebourg qui était en train de dresser le bilan du sarkozysme avec quand même un chiffre qu'on peut rappeler. On est passé d'un taux de chômage de 5% à un taux de chômage qui atteint aujourd'hui près de 10%. Est-ce que c'est, comme le dit Arnaud Montebourg, un échec de Nicolas Sarkozy ? Il faudrait comparer avec nos voisins européens. Parce que je vous rappelle qu'on sort d'une série de 4 ans où on a eu toutes les crises. On est encore en crise économique. Et c'est vrai, le chômage a augmenté en France. Il a heureusement beaucoup moins augmenté que dans les pays voisins, même si de toute façon chaque chômeur est un drame. Il y a l'Espagne, ça a carrément explosé, le Royaume-Uni, la Grèce, je ne vous en parle pas, l'Italie, le seul pays qui a fait mieux que nous en Europe, c'est l'Allemagne. Ils avaient fait leurs réformes avant nous. Mais vous savez, il faut être concret. C'est quoi les droits quand on travaille ? D'abord, c'est la perspective de pouvoir avoir un jour sa retraite payée. On vit de plus en plus longtemps sur ce taux de chômage très très élevé. Est-ce que c'est effectivement, on peut admettre que c'est un échec de Nicolas Sarkozy ? Nathalie Kosciusko-Morizet. Nous souhaitons le plein emploi. Nous faisons tout ce qui est en notre mesure pour le plein emploi. Nicolas Sarkozy est un homme qui ne renonce jamais. Mais en situation de crise, de ces crises majeures qu'on a vécues, avoir protégé la France comme il l'a protégée, quand on voit ce qui se passe en ce moment en Espagne, vous savez, ils ont pris 7 ans de gouvernement socialiste. Et bien là, leur note vient encore de se dégrader. On baisse les pensions de retraite, on baisse les salaires des fonctionnaires, on ferme des blocs opératoires. Voilà, c'est ça ce qui se passe en Espagne. Et l'Espagne, c'était un pays qui était montré en exemple par tous, et notamment par les socialistes. Alors, ce que je vous propose à tous les deux, c'est de développer en quelques minutes les 1 ou 2 mesures qui, selon vous, sont essentielles pour justement relancer cet emploi, pour faire baisser ce taux de chômage. Arnaud Montebourg, puis ensuite ce sera à vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Des mesures à la fois nationales et européennes. Sur le plan national, nous avons décidé d'utiliser ce qu'on a appelé avec François Hollande le contrat de génération, c'est-à-dire d'unir un senior et un junior dans une entreprise, réduire le coût du travail des deux pour permettre au senior d'aller jusqu'au bout de sa carrière, alors que le système économique expulse les personnes qui ont atteint 50 ans plus facilement de l'emploi, et permettre à des jeunes d'entrer. C'est un dispositif qui est une proposition qui a été formulée par Force ouvrière, justement, les syndicats, d'ailleurs, qui trouvent un certain écho dans un certain nombre d'entreprises. Deuxième mesure, les emplois d'avenir. Ce sont des emplois alternatifs pour les associations dans les quartiers populaires, là où la République a disparu, où il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien, même plus les services publics de sécurité, puisqu'on a supprimé 10 000 emplois de policiers et de gendarmes. On en est combien la création de ces emplois d'avenir ? Sur 5 ans, 150 000. Voilà. Sur ce chiffre. Ça reste modeste, parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais c'est un effort destiné d'abord aux quartiers populaires, qui ont été relégués, abandonnés par la République. Mais surtout une stratégie de croissance européenne. C'est toute la bataille européenne qui commence. Tout à l'heure, Mme Kosciusko-Morizet évoquait la comparaison avec les pays européens. La France est à 0,2% en croissance cumulée entre 2008 et 2011, contre 2,6 en Allemagne, 1,7 aux Pays-Bas et 2,7 en Belgique. Je note que la Belgique n'a presque pas eu de gouvernement pendant toute cette période. C'est à se demander s'il vaut mieux ne pas avoir de gouvernement qu'avoir un gouvernement sarkozyste, parce qu'ils ont 4 fois plus de croissance que nous. C'est dire que la question de la croissance est fondamentale. Qu'est-ce que nous voulons faire ? Nous voulons, et ça c'est un point qui est en résonance avec notre programme national, nous voulons rénover 1 million sur le plan thermique, donc faire des économies d'énergie et les financer avec les particuliers, pour le compte des particuliers ou des organismes de logements sociaux ou institutionnels. 1 million de logements par an, chaque année sur 5 ans. C'est un effort considérable, mais c'est la création d'emplois massifs dans le BTP pour relancer l'économie, créer des emplois chez les jeunes et le financer avec l'Union européenne. Et c'est tout le sens de notre initiative de croissance face à Mme Merkel, qui, pour le moment, organise l'austérité avec l'aide de son allié, M. Sarkozy, assis sur le porte-bagages de la droite allemande. Nous préférons, en ce qui nous concerne, effectivement, prendre le taureau par les cornes à tous les étages. Des mesures spécifiques, les 500 000 par exemple, contrat génération, mais on passe surtout par la relance de la croissance avec cet exemple puisque nous sommes la lanterne rouge de logements qui effectivement seraient réhabilités. Nathalie Kosciusko-Morizet, de votre côté, les 2-3 solutions que vous mettez en avant pour lutter effectivement contre le chômage, ce seraient lesquelles ? D'abord, créer des emplois qui ne soient pas que des emplois publics, parce que vous savez, 60 000 fonctionnaires de plus dans l'éducation nationale, c'est bien, qui va les payer ?
Les payer pendant 40 ans, plus les retraites, alors qu'il n'y a plus d'argent, in fine, ce sera beaucoup plus d'impôts pour tout le monde. Pour augmenter la compétitivité, faire en sorte que notre protection sociale, elle soit payée plus seulement sur les charges, mais sur la consommation et notamment sur les importations. C'est la TVA anti-délocalisation. Faire en sorte aussi de reconstruire des frontières économiques. Cette TVA, c'est la mesure que vous avez prise, effectivement, il y a quelques semaines. Oui, on s'arrête là, on va plus loin, on développe ce type de mesures. On est en train de la mettre en place, donc on la met en place et on en tirera des premières conclusions. Éventuellement, on développera par la suite. Donner à nouveau des frontières économiques à l'Europe, c'est-à-dire réserver nos marchés publics à des entreprises qui fabriquent, qui produisent en Europe. C'est possible, les Américains le font. Mieux utiliser l'argent de la formation. Aujourd'hui, il y a 32 milliards par an qui sont investis dans la formation professionnelle. Vous dites mieux utiliser, ça veut dire que vous estimez qu'il y a combien parmi ces 32 milliards qui seraient entre guillemets gâchés s'il faut mieux les utiliser? Vous avez 32 milliards qui sont utilisés pour la formation professionnelle. Là-dessus, il y en a moins de 4. 3,8 milliards qui vont vers les chômeurs. Ça veut dire que vous avez seulement un chômeur sur 10 qui est en formation, alors qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne trouvent pas preneur, parce qu'il n'y a pas les personnes bien formées pour les remplir. Et puis pire que ça, vous avez sur 4 chômeurs qui demandent une formation, vous en avez 3 qui l'auront pas. Et le dernier, celui qui l'aura, il l'aura avec 6 mois de retard. Donc nous voulons réorienter l'argent de la formation vers les chômeurs. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est les collectivités territoriales et les syndicats qui gèrent l'argent de la formation à travers 15 000 organismes qui vivent aussi de l'argent de la formation. Par ailleurs, faire en sorte que le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent soit protégé. On a fait la défiscalisation des heures supplémentaires. 9 millions de salariés qui touchent des heures supplémentaires défiscalisées, en moyenne 450 €. François Hollande veut les supprimer. De la même manière, on veut redistribuer 4 milliards d'euros de pouvoir d'achat au niveau du SMIC à travers une baisse de certains avantages sur les dividendes qui toucheront les Français les plus favorisés, à travers aussi une redistribution de la prime pour l'emploi. Morizet, vous venez de développer assez longuement effectivement votre programme. Fini. On va laisser. Je vais vous dire un mot quand même des investissements d'avenir. Juste un tout petit mot qu'on puisse laisser répondre à Arnaud Montebourg, puis après on passe à la deuxième partie du débat. Des secteurs d'excellence et d'avenir dans lesquels on crée des emplois. Quand on fait le lancement de la filière éolien offshore dans le cadre du Grenelle de l'environnement, c'est la création de 10 000 emplois sur la façade ouest de la France, avec de la reconversion de sites industriels, de la création d'emplois de maintenance à la mer. Et c'est une filière d'avenir. On va faire des énergies renouvelables chez nous. On va pouvoir exporter aussi ces machines. Nous avons des compétences à développer, à faire valoir. Entendu. Alors Arnaud Montebourg, sur vos propositions ou sur les propositions qui viennent d'être émises, et en particulier sur cette TVA dite sociale, c'est quelque chose, on le sait, que vous contestez. D'abord, elle n'a aucun effet puisqu'elle est homéopathique pour les entreprises. Donc il n'y a pas d'effet, d'impact sur la compétitivité. D'ailleurs, s'il suffisait d'augmenter la TVA pour être compétitif, il y a longtemps qu'on le serait, puisque l'obsession de la droite, c'est toujours diminuer l'impôt sur la fortune sur les plus aisés pour augmenter la TVA sur tout le monde, donc notamment sur les plus modestes. Donc ça, c'est leur seule recette. Ils n'ont trouvé que ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, la hausse sur la TVA n'a produit aucun effet significatif, puisque le véritable problème de notre compétitivité est une compétitivité spécialisation. Tout le monde le dit. Les Allemands ont fait des efforts considérables en écrasant les salaires, d'ailleurs à tel point que Mme Merkel vient de lancer ce matin même, ou hier je crois, une proposition pour augmenter les salaires minima qui n'existent pas en Allemagne, parce qu'il y a trop de travailleurs pauvres dans ce pays. Donc c'est vraiment pas le moment aujourd'hui de continuer à diminuer les salaires. Il faudrait plutôt les augmenter. Ça tombe bien, c'est ma proposition. Vous voulez diminuer sur les 60 000 enseignants que vous voulez Voilà, on conclut là-dessus. Pour l'éducation nationale est dans un état catastrophique et préoccupant, de sorte qu'elle est de plus en plus inégalitaire. Si vous avez des parents, des livres à la maison, des parents qui s'occupent de l'enfant, eh bien la transmission peut à peu près se faire. S'il n'y a pas ça, c'est l'échec scolaire garanti avant même d'entrer à l'école. Notre projet est un projet de réinvestissement dans l'humain et l'éducatif. Est-ce que ça coûtera cher? Ça coûtera certainement moins cher que le Pentagone français à 3,4 milliards que M. Sarkozy se paye comme chef des armées, qui est un PPP favorisant Bouygues d'ailleurs, qui est construit à Ballard. 3,4 milliards, c'est même pas le prix. C'est 3 fois plus ce que nous allons investir dans l'éducation nationale. Et je propose que l'on passe à la seconde partie de ce débat. Dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle, on l'a beaucoup entendu cette semaine, Nicolas Sarkozy s'adresse très clairement aux électeurs du Front National. Et sur ce point, question de Luc Bronner.
Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez écrit il y a quelques mois un livre très intéressant qui s'appelle Le Front Entier-National, dans lequel vous aviez une position saluée assez unanimement, très critique sur le Front National, en parlant d'un parti qui n'est pas républicain, d'un parti qui ne respecte pas les règles de la République. C'est une position qui semble en totale contradiction avec la situation actuelle et la position développée par Nicolas Sarkozy depuis le premier tour. Est-ce que vous avez changé de ligne sur le Front National ? Absolument pas. Mais d'ailleurs, c'est pas les mots que j'ai utilisés. Respecter les règles de la République. Anti-républicain. Oui, mais ça n'a rien à voir, dites. Ça n'a rien à voir. Le Front National. Exactement, page 26. L'UFN refuse la République. Il se met hors de la loi de la République, il est anti-république. Eh bien, ça n'est pas ce que vient de dire Luc Bronner. Et j'aimerais qu'on ne travestisse pas ma pensée. Respecter les lois de la République, j'ai jamais écrit ça. S'ils respectent les lois de la République, c'est pour ça d'ailleurs que les candidats du Front National ont droit de se présenter. Et à partir du moment où les candidats du Front National ont droit de se présenter, les électeurs, même si ça peut déplaire aux uns ou aux autres, ont le droit de voter pour eux. Et à partir du moment où ils ont voté pour eux, nous ne nous interdisons pas de nous adresser à eux. Au passage, j'observe qu'aucun candidat ne s'interdit de s'adresser à eux. Et c'est quand même très curieux de voir le traitement médiatique différencié qui est fait sur ce sujet. Alors d'un côté, vous avez François Hollande qui, après avoir dit que les électeurs du Front National étaient embarqués au vent mauvais, etc., eh bien fait une grande déclaration le mardi matin en disant « Ah mais je veux parler aux électeurs du Front National ». Et alors là, tout le monde trouve ça formidable. Et puis vous avez Nicolas Sarkozy, laissez-moi finir, Nicolas Sarkozy, le même mardi, qui dit « Je souhaite m'adresser aux électeurs du Front National ». Et là, on a droit à des unes de journaux absolument ahurissantes, des propos encore ce matin de Jean-Luc Mélenchon que j'espère Arnaud Montebourg, qui est connu pour le sens de sa mesure, va condamner. Nous avons les mêmes propositions depuis le début de la campagne, avant le premier tour et dans l'entre-deux tours. Sur la préférence nationale, par exemple. Dans votre livre, vous dites que la préférence nationale est inacceptable. Et on le sait, Nicolas Sarkozy, sur la préférence nationale, sur le RSA... Vous l'avez entendu ce matin, Nicolas Sarkozy? Sur le RSA, il propose de le réserver aux étrangers qui sont en France depuis plus de 10 ans et qui travaillent depuis au moins 5 ans. Mais on est dans la préférence nationale. Mais il y a toujours eu pour le RSA une durée minimum de présence sur le territoire pour pouvoir en bénéficier. Et nous proposons de l'étendre, comme ça se fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays européens. Pourquoi ? Pour s'assurer que l'immigration n'est pas une immigration d'allocation. Nous ne voulons pas que les gens viennent chez nous, d'abord parce que nos allocations sont parmi les plus généreuses en Europe. Ça a toujours été notre position. C'est notre position avant le premier tour. C'est notre position dans l'entre-deux tours. On voudrait caricaturer les propositions de Nicolas Sarkozy. Il proposait avant le premier tour de diviser par 2 les flux d'immigration légale. Pourquoi ? Parce qu'on est en période de crise et qu'on a moins les moyens d'intégrer en période de crise, que notre machine à intégrer est cassée. Et d'ailleurs, quand il l'a proposé, 64% des Français ont dit par sondage qu'ils étaient d'accord. Ce qui signifie je ne pense pas que 64% des Français de 200 000 personnes à 100 000 personnes. Je ne pense pas que 64% des Français soient droitisés. Nous le redisons dans l'entre-deux tours, et là, la réaction est plus du tout la même. Et puis hier, François Hollande, interrogé sur ce point, à 6 reprises d'ailleurs, David Pujadas n'a pas eu vraiment de réponse à sa question, eh bien il était bien gêné, et finalement il répondait pas. Vous savez, sur des sujets comme ça, et si on veut répondre aux thèses du Front National, il faut être précis. Nicolas Sarkozy, il est précis, il fait des propositions. De l'autre côté, le Parti Socialiste n'est précis que sur une chose, ils veulent le droit de vote pour les étrangers, et moi je me demande toujours pourquoi. Arnaud Montebourg, on va lui demander une certaine précision. Alors, première question à Arnaud Montebourg, est-ce que vous reprendriez, ou pas du tout d'ailleurs, l'expression qu'a utilisée ce matin M. Mélenchon, disant que Nicolas Sarkozy utilise des mots directement tirés de la collaboration? Ce sont des propos très, très sévères. Moi, je me contenterai de citer les phrases de Louis Alliot, le numéro 2 du Front National, et de François Bayrou. C'est intéressant parce que ce sont les deux ailes politique du premier tour du score de M. Sarkozy, le Front National et le MoDem. Que dit M. Alliot ? Nicolas Sarkozy a pris le discours sur l'immigration et l'insécurité, pris notre discours sur l'euroscepticisme du Front National, il tente de nous piquer le 1er mai, il n'a plus qu'à mettre une perruque blonde et des talons et la panoplie sera complète. Qu'est-ce que dit M. Bayrou de son côté ? Cette course ventre à terre derrière les thèses du Front National est humiliante. Aborder la question de l'immigration en validant la thèse du Front National et en prétendant que les déséquilibres des comptes sociaux seraient dus aux immigrés, c'est un reniement d'un demi-siècle de politique sociale en France. C'est un reniement du gaullisme. Et je le dis à Mme Kosciusko-Morizet, ce ne sont pas des phrases de moi. Je ne commente aucune phrase de quiconque.
de Jean-Luc Mélenchon, la une de l'Humanité. Ce n'est pas moi. Je commente des alliés possibles ou potentiels de M. Sarkozy. Je voudrais rajouter une citation à la série citation de M. Montebourg. C'est une citation de Marine Le Pen. Celui qui se rapproche le plus des positions qui sont les miennes, c'est M. Montebourg, même s'il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de sa logique. Il évoque déjà le constat négatif et même parfois dramatique de la mondialisation, mais il reste européiste. En cela, il manque de courage. Alors, citation contre citation, on va laisser répondre à Arnaud Montebourg. On peut dire beaucoup de choses incohérentes. Je suis un protectionniste européen. Ce que reproche Mme Le Pen à la démondialisation, c'est qu'elle ne soit pas nationaliste. Et c'est vrai, c'est une grave divergence, parce que je ne suis pas nationaliste, je pense que notre avenir est européen. C'est ça la divergence que nous avons. Alors, mon protectionnisme, d'ailleurs, il est celui aussi qu'on peut retrouver en pièces détachées dans le programme de François Hollande. Taxer les produits à la frontière. Détaché, hein. Pas tellement détaché, parce que c'est très facile à reconstituer ce que je suis en train de faire devant vous. Par exemple, je termine, M. Bourdin, excusez-moi, il faut qu'on comprenne, il faut être pédagogique. Lorsque François Hollande dit nous allons taxer les produits issus de la concurrence déloyale, du dumping social et environnemental qui se présente aux frontières européennes, c'est un programme pour la réorientation de l'Union européenne. C'est une révolution, ça n'a jamais eu lieu. Lorsque Nicolas Sarkozy nous dit nous avons une frontière européenne, mais franchement, il n'a pas levé le petit doigt depuis 10 ans qu'il est au pouvoir. Sa crédibilité est égale à zéro sur ce sujet-là. Poser une question. Sur la réforme de l'Europe. Le PS, si on regarde les résultats électoraux, est devenu d'abord un parti de centre-ville, de diplômés, de catégories sociales plutôt favorisées. Pourquoi l'argumentaire du Front National marche aujourd'hui, là où celui du Parti Socialiste, en direction notamment des classes populaires, ne marche pas très bien? Comment vous l'expliquez? Je crois qu'il y a dans le vote du Front National, en dehors de l'histoire politique du Front National et de ses affidés, de ses adeptes qui le suivent depuis longtemps, une réaction d'abord très négative contre la politique de Nicolas Sarkozy. Le président du doublement du vote du Front National, c'est Nicolas Sarkozy. Mais ils vont pas sur le Parti Socialiste. En 2002, alors il avait fait quoi? Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Et d'ailleurs, je vous dirais deux choses. Je vous dis que c'est d'abord les mots et les actes du pouvoir qui provoquent des réactions extrêmement radicales. Donc Lionel Jospin, en 2002, il était responsable du score de Marine Le Pen, qui l'a d'ailleurs empêché d'accéder aux second tour. Bien sûr que nous avons pris notre responsabilité. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons réorienté. Bien sûr, nous considérons une responsabilité. Parce que nous étions au pouvoir. Vous devriez assumer la même, d'ailleurs. Pourquoi? Et d'ailleurs, s'il nous est donné d'être au pouvoir, la question que vous allez pouvoir nous poser tout de suite, c'est qu'est-ce que vous faites pour permettre à ces personnes qui se sentent écrasées par le système économique, oubliées par le système politique, méprisées par la République, de retrouver leur place à l'intérieur de l'arc républicain. Pour respecter les temps de parole dans ce débat, on va laisser s'exprimer Nathalie Kosciusko-Morizet, mais même question que celle que vient de poser Luc Bronner, effectivement, à Arnaud Montebourg. Du côté de l'UMP, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les gestes qu'on envoie à toutes ces personnes qui ont voté Front National, s'il faut leur faire un geste? Et puis, quand Nicolas Sarkozy dit hier qu'il est par exemple favorable à la perpétuité réelle qui était proposée par Marine Le Pen, est-ce que selon vous, c'est ce type de signe qu'il faut envoyer? D'abord, je réponds à votre première question. Vous savez, en 2002, une des raisons du score de Marine Le Pen, ça a été la politique, l'échec de la politique de sécurité et de la politique migratoire de Lionel Jospin. Notamment, il avait créé un nouveau motif de régularisation. On pouvait, après 10 ans de séjour illégal en France, être régularisé. C'est une création de Lionel Jospin. Mais vous savez ce qu'il propose, François Hollande? C'était sur RTL au mois de février. Il propose que ce délai de 10 ans pour être régularisé, il passe à 3 ans. Qu'au bout de 3 ans de séjour illégal en France, on puisse être régularisé. Moi, je dis, si vous voulez ça, si vous pensez que c'est ça la solution au problème de la France, votez François Hollande. Et sur le droit de vote des étrangers au municipal, on sait que par exemple Nicolas Sarkozy a évolué sur cette question. Il a commencé par être contre, puis il a été pour, c'était aux alentours des années 2005, et aujourd'hui il est à nouveau contre. Et vous, votre sentiment personnel Nicolas Sarkozy dit précisément que devant le risque de communautarisme auquel nous sommes confrontés dans la société aujourd'hui, c'est vraiment le contraire de ce qu'il faut faire. Et moi, mon sentiment personnel, il est précisément que la citoyenneté, ça ne se divise pas. Dans la République, quand on veut avoir le droit de vote,
on demande la nationalité française. Commencer à démanteler les choses, dire qu'il va y avoir d'un côté la citoyenneté, mais qu'on peut avoir le droit de vote par ailleurs, etc., c'est envoyer un message qui est confus et c'est prendre le risque qu'il se crée des groupes de pression. C'est précisément ça qu'on appelle les communautés à l'occasion des élections. Le vote des étrangers aux élections municipales, à certaines conditions d'ailleurs, ça figure très précisément dans le programme de François Hollande que vous pouvez peut-être rappeler. François Hollande maintient sa position. Bien sûr, il a raison d'ailleurs, comme vous le savez. Dans notre pays, aujourd'hui, les membres de l'Union européenne, les citoyens de l'Union européenne peuvent voter aux élections municipales. Voilà. Ils ne peuvent pas être adjoints ni maires. Nous proposons d'aligner ce dispositif. D'ailleurs, nous avons des communautés d'Anglais, de Hollandais qui votent. Est-ce que c'est du communautarisme? Simplement, ils payent les impôts, ils sont là parfois depuis 1 an ou 2, pas plus, mais on leur permet de voter. Est-ce que vous pensez qu'il est normal, au nom de l'égalité républicaine, que ceux qui sont là depuis 1 an ou 2, qui payent des impôts avec une résidence secondaire, aient plus de droits que ceux qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, y ont appris notre langue, des enfants français, cotisent aux caisses sociales, font travailler la France à leur manière, c'est-à-dire en bossant dans les entreprises, comme les Anglais refont notre patrimoine privé, on est content de les avoir, mais on est aussi content d'avoir ceux-là. Et en plus, qui payent des impôts locaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont quand même un tout petit droit de regard sur l'organisation de la cité de proximité. En quoi ça... Attendez, il y a le problème du communautarisme. On va dire c'est du communautarisme, mais le communautarisme est prohibé par la loi républicaine. Un maire qui se mettrait à faire une politique qui serait illégale en favorisant je ne sais quelle tentation de telle ou telle communauté fantasmée ou fantasmatique, ou réelle d'ailleurs, parce que ça peut exister, eh bien, il serait immédiatement rattrapé par le préfet. C'est une réforme qu'il faut faire quand dans le calendrier du quinquennat? C'est une réforme constitutionnelle qu'il faut faire en même temps que nous allons refonder la République, comme François Hollande défend la République nouvelle, la moralisation de la vie publique. Au calendrier de 2013, je crois. Mais sur ce point, rapidement, vous répondez, Nathalie Kosciusko-Morizet, et on passe à la dernière partie ensuite du débat. Propose le droit de vote des étrangers dès 2013, ça veut dire pour les élections municipales de 2014. Vous voyez, moi je suis maire d'une ville de grande banlieue, là, dans la Grande Couronne. On a beaucoup de communes dans lesquelles il y a 10, 15, 20% de gens qui sont immigrés, qui sont étrangers, qui n'ont pas été naturalisés. Très souvent, d'ailleurs, des gens qui n'ont pas demandé. Donc on voudrait leur donner le droit de vote à l'occasion des élections municipales de 2014. Vous vous rendez compte du déséquilibre que ça peut produire dans certaines communes? Vous vous rendez compte des pressions que ça va engendrer dans certaines communes? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça la réponse au problème de la France aujourd'hui? Et je dirais une dernière chose. Moi, je vous le disais, je suis maire de Longjumeau. Je reçois tous les Longjumellois, qu'ils soient français ou pas français. Je reçois donc des étrangers. Et bien, vous voyez, en plusieurs années, j'en ai jamais vu un seul venir me demander le droit de vote. Ils viennent me voir pour des problèmes de logement, ils viennent me voir pour des problèmes d'emploi, ils viennent me voir pour des problèmes de formation. Le droit de vote aux étrangers, c'est né dans le cerveau des socialistes et c'est une idée soit de parisiens, soit de socialistes. C'est souvent les mêmes. Elle a eu le mérite d'avoir été partagée par Nicolas Sarkozy pendant quelques années. Également, et on va enchaîner sur la troisième et dernière partie de ce débat. Et je vous propose que nous abordions une question importante, c'est le poids de la France au sein de l'Europe et surtout sa marge de manœuvre. Et sur ce point, il est bien question de Gilles Leclerc de Public Sénat. Arnaud Montebourg, le 7 mai d'ailleurs, quel que soit le vainqueur, l'Europe sera au centre, évidemment, encore des débats à propos du fameux traité européen que François Hollande se propose de renégocier ou d'ajouter de la croissance. Les Allemands, en tout cas, tiennent à un principe qu'ils disent intangible, c'est l'équilibre à tout prix des finances publiques. Est-ce que pour vous, c'est un principe intangible ? Nous considérons que nous n'avons pas besoin de contraintes pour prendre nos responsabilités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous refusons toutes les formes de règles d'or qui empêchent finalement les États d'être mobiles, flexibles, selon les besoins de la conjoncture. Nous pensons par ailleurs qu'il y a un grave problème d'interprétation de la crise. Ce n'est pas aujourd'hui un problème de dette publique, la crise. La dette publique est née parce que des États ont certains été impécunieux ou imprévoyants, c'est le cas d'une autre très mal gérée par les sarkozystes, mais surtout, avec les cadeaux fiscaux, on distribue de l'argent par les fenêtres pendant 10 ans sans se préoccuper du problème des recettes. Oui, ça c'est de la faute de Nicolas Sarkozy. Non, c'est pas la totalité. Les budgets sont votés en déficit. Mais il y a un niveau de... Non, je parlais de votre responsabilité immédiate, c'est-à-dire les 5 dernières années. François Fillon, oui d'accord, mais François Fillon arrive en 2007 et dit « Je suis à la tête... » Jusqu'à présent, vous aviez réussi à J'ai compris. Laissez-moi, ne mangez pas mon temps de parole, monsieur Aron, j'ai des choses à dire. Donc, en 2007, monsieur Fillon dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ».
qu'a fait ce chef de gouvernement. Il a fait le contraire de ce qu'aurait fait un chef d'entreprise ou un chef de famille. Il a distribué l'argent par les fenêtres. Il a fait des cadeaux, il a diminué l'impôt sur la fortune. Il l'a encore fait il y a encore 9 mois. 9 mois encore, on diminue l'impôt sur la fortune. Donc nous sommes à 2 milliards de moins. Donc nous avons d'abord, c'est vrai, parlé. Je sais que ça vous fait mal, Madame Kosciusko-Morizet. Mais c'est malheureusement la réalité. Je vais vous le dire par principe, je ne mens jamais. Pour une raison simple, c'est que ça se retourne toujours contre celui qui les profère. Alors, tout ça est vérifiable, c'est dans tous les journaux, lisez la bonne presse. Alors je vais vous dire, monsieur Keller, si on considère que aujourd'hui la crise est un problème de dette publique, évidemment, haro sur les États, sauf que les États sont les seuls à pouvoir nous sortir de la crise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On organise des mesures d'austérité, de coupure de dépenses publiques, et on organise la récession dans toute l'Europe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On rend impossible la solution à la crise. L'austérité, c'est pire que la dette. L'austérité empêche la solution à la dette et aggrave la situation et aggrave le poids de la dette. Donc c'est exactement ce qui se passe avec la faillite de la Grèce. On croyait qu'on allait régler le problème de la Grèce. En fait, on a aggravé le problème de la Grèce. Et c'est un puissant fond. La renégociation du pacte de stabilité européen, c'est ce que vous allez demander effectivement si François Hollande est élu. On sait que Angela Merkel a déjà dit qu'elle ne le souhaitait véritablement pas et qu'elle considérait que c'était innégociable. D'un mot, qu'est-ce qui va se passer alors? Écoutez, monsieur Marron, Madame Merkel n'est pas toute puissante en Europe. Elle n'a pas le droit, ni même, je crois, l'excès de liberté dont elle pourrait faire usage, de dire ce qui est bon pour la totalité de l'Europe. Nous avons une vision différente et elle sera, je l'espère, nous le souhaitons, validée par le suffrage universel. Donc nous, notre position est de dire il n'y aura pas de ratification de ce traité qui sera caduc, car la France ne le ratifiera pas si il n'y a pas une initiative de croissance qui lui est adjointe. Qu'est-ce qu'une initiative de croissance? Non mais laissez-moi expliquer, parce que personne ne comprend rien. Les 4 points de François Hollande, c'est la question que je voulais poser justement à Nathalie. Il faut les exposer déjà, les 4 points. Laissez-moi les donner, non? Alors, justement, Gilles Leclerc poser une question. Expliquez-les alors, monsieur. Je ne vais pas les expliquer, je vais juste essayer de les résumer. Merci. Il les a rappelés avant-hier. Il y a la création de projets bonds sur les grands travaux en Europe. Il y a recapitalisation de la Banque européenne, la création d'une taxe sur les transactions financières et la mobilisation de tous les fonds structurels. Est-ce que sur ces 4 mesures, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous, au fond, vous dites chiche, banco, y compris si Nicolas Sarkozy gagne mais vous savez que 6 mai. L'essentiel de tout ça est en train d'être fait et en association avec nos partenaires européens. Je prends l'exemple de la taxe sur les transactions financières. Je prends l'exemple de la taxe sur les transactions financières. Nicolas Sarkozy est le chef d'État dans le monde qui s'est le plus battu sur ce sujet. Ça fait plusieurs années. Il l'a placé au cœur du G8 et du G20 cet automne et on est en train de trouver un socle de pays qui nous soutiennent en Europe. C'est le travail qu'a fait Nicolas Sarkozy, que François Hollande veuille le reprendre à son compte, est aujourd'hui un peu gonflé. Mais je voudrais dire quelque chose. Mais je voudrais dire quelque chose. Attendez, je voudrais dire quelque chose sur la croissance. Sur l'ajout de croissance dans cette Europe. Je voudrais dire quelque chose sur la croissance. On va laisser répondre Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci. Les socialistes nous font le même coup qu'en 97. En 97, il y a eu une campagne législative. Et il y avait un traité qui était en cours de négociation en Europe qui s'appelait le traité d'Amsterdam. Et pendant toute la campagne législative, les socialistes ont dit, si on est élu, on ne ratifiera pas le traité d'Amsterdam, on n'acceptera pas le traité d'Amsterdam, c'est pas bien, etc. Et bien, vous savez quoi? 10 jours après leur élection, ils ont fait mettre le mot croissance dans un endroit qui était absolument non contraignant du traité d'Amsterdam. Et ils ont dit oui au traité d'Amsterdam, 10 jours après l'élection. Et vous savez pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est quelque chose qu'on fait évoluer tous ensemble. Ce qui compte dans l'Union européenne, c'est sa capacité d'influence. Nicolas Sarkozy a une vraie capacité d'influence. Quand il obtient la réforme de l'Europe avec la mise en place d'une gouvernance économique de la zone euro, ce qui est la position historique de la France, ce que ne souhaitait pas l'Allemagne. Ça faisait des années qu'on se battait là-dessus. Nicolas Sarkozy l'a obtenu. Il a une vraie capacité d'influence en Europe. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Pas en jouant les fiers à bras, en disant on ratifiera pas, on ratifiera pas, on ratifiera pas, et puis à un moment, on tombe devant les réalités. Alors, il nous reste 2-3 minutes dans ce débat. On s'approche de la conclusion. J'ai une question à vous poser. Enfin, 2 questions à vous poser tous les deux. J'aurais voulu répondre à ça. Alors, vous répondez, mais très rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur Sarkozy. Il a 30 secondes un peu de plus, et c'est vous qui aurez un peu plus de temps dans la conclusion. Rapidement, alors très rapidement, Arnaud Montebourg. Monsieur Sarkozy a assis la France sur le porte-bagages Madame Merkel. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est vécu. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que Madame Merkel décide, monsieur Sarkozy exécute. Et toute l'Europe peine et souffre. Voilà, et nous avec.
d'ailleurs. Donc la vérité, c'est que ce que nous voulons de cette taxe des transactions financières, c'est qu'elle soit le tuyau qui permette de financer toutes les dettes publiques liées dans la crise, pour soulager les classes moyennes et classes populaires qui, partout dans les plans d'austérité, y compris chez nous, engagés par le dernier plan Fillon, des taxes en tout genre infligées sur les revenus modestes en France, ces gens-là ne payent pas le prix de la crise. Ceux qui doivent payer le prix de la crise, c'est le système financier, c'est-à-dire ceux qui ont provoqué cet effondrement majeur et historique de notre économie. On vous a entendu, c'est l'heure de la conclusion, et la question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, d'abord on va commencer par vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Nicolas Sarkozy est réélu le 7 mai au matin. Quelle est la priorité des priorités selon vous ? Écoutez, il y a beaucoup de mesures, mais j'ai envie d'en mettre une en valeur particulièrement parce qu'elle me semble symboliser la différence entre l'effort et les sacrifices. Nicolas Sarkozy propose aux Français des efforts, parce qu'on est dans la crise et qu'il faut s'en sortir. C'est le sens de la réforme des retraites. On vit plus longtemps et donc il faut travailler plus longtemps. Mais une fois qu'on a fait les efforts, on s'en sort. Et donc Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui aux Français de pouvoir verser les retraites au 1er du mois. Aujourd'hui, elles sont versées au 8 du mois, alors qu'on paye son loyer au 1er du mois. C'est quand même un peu bizarre. Ce sont les retraités qui font la trésorerie de l'État. Nicolas Sarkozy propose de verser les retraites au 1er du mois et de le faire très vite. Et j'insiste sur la différence sur les efforts et les sacrifices, parce que les efforts, on les choisit. Les sacrifices, c'est quand on a écouté les sirènes socialistes, comme les Espagnols et les Grecs. On a eu plein de cadeaux. Et puis derrière, il faut payer. Et vous savez ce qu'il disait, j'en finis par là, Michel Audiard, j'aime beaucoup cette citation, elle s'applique tellement bien à leur programme. Les bêtises, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Arnaud Montebourg, rapidement, en 30 secondes s'il vous plaît. La première mesure sera une mesure qui a été annoncée par François Hollande de réduire la rémunération du chef de l'État à des membres du gouvernement de 30%. Ce sera un décret qui sera signé lors du premier Conseil des ministres. On laisse Arnaud Montebourg conclure. En deuxième mesure, nous allons prendre le décret relatif au départ à la retraite pour les longues carrières à 60 ans pour ceux qui ont recotisé plus de 42 ans. Cela est une mesure de justice après consultation du Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Et les nouveaux impôts pour la payer, vous les votez Nathalie Kosciusko-Morizet comme Arnaud Montebourg pour ces conclusions brèves et votre participation à ce débat. Et merci pour ma part, je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau débat de la présidentielle, le dernier avant le second tour.